Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur Internet avec eurospapoolnews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous nous retrouvons pour un épisode avec Manu Martinez. Manu a fait toute sa carrière dans l'univers de la piscine et il est aujourd'hui formateur au CFA Pierre Latte sur toute la partie métier de la piscine. Mais il est aussi membre du CNEPS, la Compagnie nationale des experts en piscine et spa, un organisme de référence en matière d'expertise technique et de conseil dans le domaine des piscines et des spas en France. Aujourd'hui avec Manu et grâce à son œil aiguisé sur le sujet, nous allons parler de la mise à jour de la norme NFC 1500 dans l'univers de la piscine, son pourquoi, son impact, ses particularités et ce qu'il faut en retenir. Vous allez voir, le sujet est très vaste. C'est donc un premier épisode que vous écouterez sur ce sujet de la mise à jour de la norme NFC 1500 dans l'univers de la piscine et un deuxième vous attendra très prochainement. Bonne écoute! Bonjour Manu, comment vas-tu ? Bonjour Pauline, ça va et toi ? Eh bien écoute, de mon côté ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir dans cet épisode où on va parler d'un sujet très complet mais aussi très complexe qu'est la norme NFC 1500 et notamment par rapport à la mise à jour qui est dernièrement sortie. Donc tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet et d'ailleurs tu en as fait un article complet avec des visuels, des schémas dans le Spécial Pro numéro 61 il me semble. Aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse bon nombre de pisciniers et je sais que tu as encore beaucoup de choses à dire tant la norme a un impact auprès des professionnels de la piscine. Et justement, pour les professionnels qui travaillent dans l'univers de la piscine mais qui ne sont pas forcément pisciniers, ça peut être aussi un sujet de veille sur le secteur qui est très intéressant. Donc, on est très contents tous les deux de pouvoir tourner cet épisode et pour apporter des informations à tous les professionnels du secteur. On va reparler de tout cela aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, il n'y a pas de souci. Avant de commencer, est-ce que tu as des actualités sur ton activité à nous transmettre ? Alors, nous, c'est pas une nouveauté. On est un peu en veille, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est nouveau, sur tout ce qui vient de sortir en tant que centre de formation. Et notamment, la C1500 a connu quelques évolutions et on s'est tenu volontairement et par nécessité, j'ai envie de dire, on s'est tenu au courant. Et donc, je pense que oui, il y a des choses qui peuvent intéresser les professionnels qui nous écoutent. Eh bien, super. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, Manu, est-ce que tu peux nous rappeler à la base, qu'est-ce que c'est que la norme NFC 1500 ? À quoi elle sert ? À qui elle s'adresse ? Raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette norme ? Alors, la C1500, c'est une norme parmi tant d'autres, à cette différence près que, supposons qu'on parle d'une norme sur la pose de PVC armé, eh bien, cette norme sera une recommandation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'application obligatoire. En l'absence de litige, puisque j'en profite pour rappeler que nous collaborons avec la CNEPS, la Compagnie nationale des experts en piscine et spa, et que lorsqu'il remonte un litige sur, par exemple, une fuite, eh bien là, on va voir si la pose a été effectuée conformément à une norme. Par contre, en l'absence, par exemple, de fuite, eh bien, cette norme, on ne peut pas venir reprocher à un piscinier de ne pas avoir suivi les recommandations de la norme. Ce sont des recommandations. D'accord, donc si je comprends bien, pour introduire, tu souhaites comparer la norme NFC 1500 avec la norme en vigueur pour la pose de PVC armé, qui, elle, est une norme qui n'est pas d'application obligatoire, contrairement à la norme NFC 1500. Donc, dans le cas, par exemple, de normes qui n'ont pas d'application obligatoire, comment ça se passe, du coup, en cas de litige ? Alors, s'il y a une problématique, notamment la fuite, eh bien, à ce moment-là, oui, effectivement, on va chercher les règles de l'art. Les règles de l'art dans l'ordre
ça va être les DTP par exemple, soit la notice de fabricant, soit un DTP. Ensuite, il y a le décret. Ensuite, il y a la loi. Donc voilà, dans l'ordre j'ai envie de dire, du plus petit au plus grand, on va se référer au texte existant pour déterminer les responsabilités en cas d'expertise. Mais pour la norme NF C1500, nous sommes donc dans un autre cas, c'est bien cela? La C1500, c'est un peu différent. Parce qu'il y a que 3 normes d'application obligatoires en piscine. Il y a la loi sécurité. Je parle de loi parce que de cette loi découle un décret et de ce décret découle une norme. Celle-là, elle est d'application obligatoire. Donc, la présence par exemple, d'un système de sécurité qu'il soit sous forme d'alarme, de barrière, d'abri, etc. Tu parles de la loi de 2004 pour la protection des bassins afin de limiter les noyades. C'est bien cela qui est obligatoire. Pour éviter les noyades, celle-là, elle est obligatoire. Il y a aussi les normes sur les collectivités. Celles-là aussi sont d'application obligatoire sur les piscines collectives. Et pour finir, celle qui nous intéresse, la C1500, elle aussi est d'application obligatoire. C'est-à-dire que il n'y a pas, entre guillemets, à tergiverser, on ne peut pas inventer, on ne peut pas improviser. C'est-à-dire que ce qui est dans la norme, ça doit être appliqué. Ok, donc dans le secteur de la construction de piscines, nous avons 3 normes à application obligatoire. La loi de 2024 sur la sécurité des piscines, la norme sur les piscines collectives et notre fameuse norme NF C1500 qui doit être appliquée par tous les pisciniers pour tout type de piscine. C'est bien cela? Par tous les pisciniers et pour tout type de piscine, sachant que de toute façon, la norme s'applique à toutes les piscines. Qu'elles soient hors sol, qu'elles soient enterrées, l'essence même de la norme couvre l'ensemble des piscines. Ok, et à la base, cette norme, qu'est-ce qu'elle nous dit avant la mise à jour de l'été 2024? Alors, avant, il y a des changements, bien sûr. À chaque fois qu'il y a une réforme ou un changement de la norme, eh bien, la norme dit certaines choses qu'elle ne dit plus. Alors, je ne sais pas si ta question se réfère à l'effet de rétroactivité. Voilà, c'est surtout ça. Sur les changements qu'il y a eu en août 2024, eh bien là, on n'a pas d'effet de rétroactivité. C'est-à-dire que avant août 2024, on se référait aux textes tels qu'ils étaient avant la parution de la modification. Et si par contre, eh bien à partir pour le coup de septembre 2024, il faut réaliser des piscines en conformité avec la norme depuis qu'elle est sortie. Il n'y a pas d'effet de rétroactivité. Et la norme, elle joue sur quoi côté construction de piscine? Alors là, on est sur le chapitre électricité. C'est-à-dire que les changements, il y a quelques changements minimes. Alors, on peut peut-être les citer. Sur notamment ce qui est autorisé en termes de boîtes de connexion. Les boîtes de connexion, elles sont, depuis la modification, ça a été un petit peu plus précisé, ce qui est autorisé ou pas autorisé. Entre autres, dans la piscine, dans ce qu'on appelle dans le volume 0. Le volume 0, c'est vraiment là où il y a l'eau. Là, les boîtes de connexion, elles sont absolument interdites. Qu'elles soient en 12 volts, donc la tension non dangereuse, la très basse tension de sécurité, ou qu'elles soient en tension dangereuse, elles sont interdites, tout simplement. Voilà. Avant, il y avait sujet à discussion. Là, il n'y a plus de sujet à discussion. Deuxième point mineur, c'est les interrupteurs différentiels. Depuis un certain nombre d'années maintenant, il y a obligation d'avoir en tête d'installation un interrupteur différentiel qui a pour but de sécuriser les personnes, non pas le matériel, mais les personnes. Et ça a un petit peu évolué. Il existe différents types d'interrupteurs différentiels, dont un qui est apparu il n'y a pas très longtemps, c'est l'interrupteur différentiel de type F. Le type F, c'est un interrupteur différentiel qui accepte, qui tolère les micro-coupures. Et on connaît tous l'évolution du matériel dans notamment les pompes qui sont maintenant beaucoup à vitesse variable. On connaît aussi les pompes à chaleur qui sont maintenant invertères, donc encore une fois à vitesse
variable. Ce qui différencie une pompe à vitesse fixe, c'est qu'elle tourne tout le temps à la même vitesse. Avec une pompe à vitesse variable qui tourne à vitesse variable, eh bien pour les pompes à chaleur, c'est pareil. Il y a les pompes à chaleur tout ou rien qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles se mettent en marche quand on est descendu de généralement 2 degrés en dessous de la consigne. Elles se remettent en marche à fond, à 100%, jusqu'à obtenir la consigne, puis elles s'arrêtent et elles ne se remettront en marche que une fois la température d'eau arrivée 2 degrés en dessous de la consigne. Mais en fait, on était dans un fonctionnement tout ou rien entre ces deux valeurs, température de consigne et température de consigne moins 2 degrés. Le marché de la pompe à chaleur a évolué. Aujourd'hui, les pompes à chaleur, elles sont progressives. On dit inverter dans notre jargon à nous. Inverter, ça veut dire progressive. C'est-à-dire que la pompe à chaleur va se mettre, lorsque l'écart de température est élevé, elle va se mettre, oui, effectivement, à fond, comme les anciennes. Par contre, une fois qu'elles vont s'approcher du point de consigne, elles vont commencer à réduire la puissance en faisant varier la vitesse de rotation du compresseur, qui est le cœur de la pompe à chaleur, pour ne faire appel qu'à la puissance strictement nécessaire pour arriver à ce point de consigne. Dans un cas comme dans l'autre, dans le cas de la vitesse variable pour les pompes de piscine, comme dans le cas des pompes à chaleur inverter, on fait appel à de la variation de vitesse. Et cette variation de vitesse, elle a bien sûr beaucoup d'avantages au niveau consommation électrique. Ça, c'est un sujet qui n'est pas le sujet du jour, mais tout le monde a admis que ça fait des économies d'énergie considérables, ce qui est vrai. Par contre, elles ont un inconvénient, c'est qu'il y a de l'électronique. C'est-à-dire que ce soit sur les pompes à chaleur ou les pompes de piscine, il n'y avait pas ou peu d'électronique du moment qu'elles sont tout ou rien. Par contre, du moment qu'il y a de la variation de vitesse, de la progressivité, à ce moment-là, il y a de l'électronique. Et l'électronique est très sensible, je dirais même capricieuse, aux micro-coupures. C'est-à-dire que s'il vient à y avoir une micro-coupure de l'alimentation, et il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on peut imaginer, eh bien, la pompe à chaleur va brutalement s'arrêter, puis se remettre en route. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon ni pour la pompe à chaleur, ni pour la consommation. Et c'est depuis ce constat que les fabricants se sont posé la question d'un interrupteur différentiel qui serait moins sensible aux micro-coupures, qui accepte les micro-coupures. Et ça porte un nom aujourd'hui. Ce sont les interrupteurs différentiels de type F. Là où nous, on a l'habitude, jusqu'à maintenant, de travailler avec des disjoncteurs différentiels de type AC. Je dirais c'est le standard. Super intéressant. Et on voit à quel point le marché évolue en termes de matériel et de procédés techniques. Et c'est donc face à tous ces changements que la norme a dû évoluer. C'est-à-dire que là où on se posait pas tellement la question de quel type d'interrupteur différentiel il fallait mettre en place, aujourd'hui, il faut se poser la question. C'est-à-dire que quelque chose qui est alimenté, notamment pompe à vitesse variable et pompe à chaleur, par un disjoncteur différentiel classique, aujourd'hui, il faut installer des disjoncteurs de type F, c'est-à-dire insensibles ou qui acceptent, qui tolèrent les micro-coupures. Et ça, c'est une obligation de la norme, de la nouvelle norme depuis août 2024. D'accord. Et donc, la norme NFC1500 a été mise à jour en août 2024. Et la mise en application de la norme, alors, elle commence quand ? Car tout à l'heure, en off, tu m'as dit que cette norme, c'est quand même un dossier de 500 pages. C'est pas rien à lire, mais aussi à comprendre. Ensuite, il faut réfléchir à comment changer ses actions et appliquer ce qui est demandé et ce qui est obligatoire. Donc, c'est un travail énorme pour les pisciniers. Donc, c'est quoi le délai alors entre la sortie de la norme et son application ? Elle est d'application immédiate, mais sans effet rétroactif. C'est-à-dire que ce qui a été installé jusqu'en août 2024, eh bien, on le laisse tel quel. Par contre, à partir de septembre 2024, la norme étant sortie en août, eh bien, à partir de là, la norme elle est d'application obligatoire. Comment les professionnels de la piscine sont au courant de la mise à jour de cette norme, mais aussi des autres ? Parce qu'il y a la norme NFC1500, mais aussi toutes les autres que tu nous as citées déjà, par exemple. Eh bien, c'est l'objet du podcast. C'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, le piscinier, j'ai envie de dire, le pauvre piscinier qui est à l'exécution en bout de chaîne, eh bien, on est là pour ça. Nous, centre de formation, vous êtes là pour ça, toi, Pauline, et puis les revues professionnelles qui défendent le métier pour tenir informé la profession, donc nos installateurs, nos pauvres pisciniers. Je dis les pauvres parce que s'ils devaient se tenir au courant de toutes les évolutions, pas que de la C1500, mais de toutes les autres, ça serait quasiment mission impossible. Donc, il y a d'une part, nous, centre de formation, d'autre part,
il y a quand même une fédération, la FPP, et nous, ensemble, on veille à ce genre de choses. Il se trouve que nous, à Pierre-Latte, centre de formation un peu historique, vous le savez, on a une partie de nos effectifs de formateurs qui fait partie de la compagnie d'experts, de la CNEPS, Compagnie nationale des experts en piscine et spa, et que du coup, on a, nous, l'obligation de nous tenir informés. Et donc, on restitue de manière la plus fidèle possible les changements à nos pisciniers et on les alerte quand il y a des changements significatifs. Ok, super. Heureusement, en effet, qu'il y a toutes ces parties prenantes dans l'univers de la piscine. Les centres de formation, les médias et bien sûr la Fédération des professionnels de la piscine. Parce que quand on est piscinier, même si on a une équipe ou des partenaires, on doit souvent être au four et au moulin, surtout en pleine saison où c'est très chargé. Donc, c'est pas évident de se tenir au courant de tout et de pouvoir appliquer les choses dans un délai très restreint. Absolument. Au niveau des évolutions de la norme NFC 1500, on a parlé de toute cette partie électricité. Donc, quel est l'impact concrètement pour les professionnels de la piscine, que ce soit côté piscinier ou industriel? Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des changements mineurs. Les changements mineurs, c'est la réglementation sur les boîtes de connexion dans le volume 0, donc vraiment dans le volume où il y a de l'eau, et aussi toujours une évolution mineure sur cette partie interrupteur différentiel qui doit être d'un certain type. Ça, c'est la partie, je dirais, mineure. Maintenant, je pense que tu vas me poser la question, c'est quoi le changement majeur? Eh bien, le changement majeur, c'est le pool-ter. Mais ça, tu nous en parleras dans le second épisode, Manu. On va pas tout dévoiler aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à tout ce que tu as dit pour ce premier épisode? Alors, le mot de la fin, c'est que il faut quand même déjà consolider ou être au courant de ce que disait déjà la norme au niveau des généralités sur les conditions de sécurité et d'installation des matériels de piscine. Dans ce qui n'a pas changé, on va aller directement à ce qui concerne les éléments nécessaires à la piscine. Normalement, dans les généralités, à 2 mètres du bassin, c'est-à-dire le bassin lui-même, plus jusqu'à 2 mètres sur la plage, il ne devrait y avoir aucun système électrique hormis la TBTS. TBTS, très basse tension de sécurité. Pour nous en piscine, c'est maximum 30 volts en courant continu ou alors 24 volts en courant alternatif. Grosso modo, on peut accepter un projecteur en courant alternatif en 12 volts. Ça, c'est pas une nouveauté. On peut accepter une couverture automatique dont le moteur est en 24 volts continu. Ça rentre dans le cadre qu'on vient de citer. Mais rien d'autre. Rien d'autre, ça veut dire que jusqu'à 2 mètres du bassin, je parlais. Donc ça veut dire que, grosso modo, on ne pourrait installer rien ou pas grand-chose. Pas de nage à contre-courant, pas de système de filtration de type, je citerai pas les marques, mais type au bord du bassin. Et heureusement, l'ancienne norme déjà prévoyait des exceptions à la règle. Ces exceptions à la règle, elles sont clairement définies. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'une nage à contre-courant. Généralement, les nages à contre-courant, elles sont au bord du bassin, enterrées sous une trappe et elles sont en 230 volts. Normalement, on vient de dire, il y a quelques minutes, que le 230 volts, ce n'est pas de la TBTS. Il est donc interdit dans ces distances à la piscine, sauf, la norme le précise et donne les exceptions, sauf pour les matériels exclusivement dédiés au fonctionnement de la piscine. Par contre, elle définit en parallèle des conditions. C'est-à-dire que prenons l'exemple d'un nage à contre-courant qui généralement se situe sous un calibotis juste au bord du bassin, enterré sous la plage. Eh bien, il faut que ce couvercle ne puisse être ouvert que par un outil ou une clé. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas poser simplement un calibotis comme trappe d'accès à une nage à contre-courant. Il faut qu'on soit obligé de prendre une visseuse pour dévisser, par exemple. Il faut qu'on soit obligé d'utiliser une clé comme une clé de cadenas pour ouvrir ce dispositif. Et une fois qu'on l'a ouvert, tout ce qui est dans cette fosse-là, dans cette trappe-là, soit, et ça c'est pas une nouveauté, c'est vrai pour tout, soit IP55, ça veut dire résistant aux projections d'eau, et alimenté par un disjoncteur différentiel. Et bien sûr, mis à la terre pour tous les éléments dont les carcasses sont métalliques. Mais ça, c'est commun à tout le reste. C'est-à-dire que la seule condition autre que celle qui concerne tous les matériels de piscine, la seule condition supplémentaire, c'est qu'il faut que cette trappe qu'on enlève ne puisse être ouverte qu'à l'aide d'un outil. Ça, c'est la sécurité enfant. Du coup, tout ça, ça concerne les piscines enterrées, mais pour les piscines hors sol, comment ça se passe? Ce qui est obligatoire pour tout ce qui est hors sol, parce que là, on a parlé de ce qui est enterré. Maintenant, un appareillage qui venait être en bordure de bassin, mais cette fois-ci, non pas enterré, mais hors sol, il y a une condition supplémentaire. C'est-à-dire que, forcément,
on va avoir un appareil qui est alimenté autre que par la TBTS, la très basse tension de sécurité, donc en 230 par exemple, eh bien, elle doit être protégée par une enveloppe de résistance IK07. Alors, je vous passe les détails, mais grosso modo, ça veut dire que l'enveloppe qui protège ça, elle doit être costaud, résistante au choc. Et ça, il y a une classification, notamment la classification IK07, mais ça, ce n'est pas le travail du piscinier, c'est le travail du fabricant. Deuxième condition, c'est que si jamais pour les opérations de maintenance, par exemple, on doit démonter cette enveloppe, il faut que le fait d'ouvrir cette enveloppe génère une coupure automatique de l'alimentation de tout le système électrique qui est dans cette enveloppe. Je prends un exemple, un volet hors sol. Un volet hors sol peut tout à fait être alimenté en 230 volts, c'est très rare, hein. Il y a très peu de fabricants, pour ne pas dire un seul, qui existe en alimentation 230 volts au bord du bassin, puisque généralement les volets hors sol sont alimentés en 24 volts depuis le coffret électrique, mais qui n'est pas au bord du bassin. Le coffret électrique, il est au-delà des 2 mètres du bassin et qui comporte un transformateur. Le transformateur, c'est un transformateur de tension. Il va transformer le 230 volts qui est dangereux en 24 volts qui n'est pas dangereux. Mais tout de même, dans certains cas rares, mais qui existent quand même, eh bien, on a des volets qui peuvent être hors sol, qui peuvent être alimentés en 230 volts. Dans ce cas, les 2 conditions qu'on vient de citer doivent être respectées. C'est-à-dire, une enveloppe costaud, IK07, et si on démonte cette enveloppe, il faut une coupure automatique de l'alimentation électrique. Ce sont les 2 conditions supplémentaires à ce qu'on vient de citer tout à l'heure dans le cas du nage à contre-courant, par exemple, où le système est enterré. Donc, système enterré, il y a un certain nombre de conditions qu'on a citées. Système hors sol, il faut en plus que l'enveloppe de protection ait une résistance classée à minima IK07 et que en plus, lorsque on ouvre cette enveloppe, il y a une coupure automatique. Ça fait 2 conditions supplémentaires. Ces 2 cas particuliers, qui sont un peu une dérogation à la norme, mais qui existaient déjà. Sauf que il est intéressant de repréciser que ces conditions, elles existaient déjà et qu'elles sont toujours d'actualité. Ok, super. Merci beaucoup pour ces précisions, Manu. C'est hyper intéressant et très complet. Nous verrons ensuite la suite au second épisode où tu vas nous parler justement du plus gros de ce qui concerne la mise à jour de cette norme NFC 1500. Merci beaucoup Manu et rendez-vous au prochain épisode. Oui. Dans cet épisode, nous avons fait le tour de la norme NFC 1500, notamment sur la partie électricité. Et dans la partie 2, on abordera vraiment le plus gros de la mise à jour de la norme NFC 1500 pour les professionnels de la piscine. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!